Ça semble être correct. C'est bon. On ne reprendra pas le début de la rencontre, mais simplement aviser les gens qui vont faire l'audition qu'on a eu un problème technique. On a perdu peut-être un petit point, le mot de bienvenue, l'adoption d'un ordre du jour et puis l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai. On était rendu au point 4, gestion du personnel. On avait traité le point fin d'emploi pour l'employé numéro 62-10-11. Point B, c'est la démission de M. Benoît Ferland, directeur du service d'incendie. Oui, M. Ferland nous a remis sa démission pour des causes familiales. Donc, on accepte avec cette résolution-là la démission de M. Benoît Ferland comme directeur du service incendie. On sait aussi qu'il y a un projet de regroupement dans l'air, là, aussi, qui n'est pas terminé, mais qui avance quand même très bien. Fait qu'on verra là, pour réaffichage de poste. On va voir, il y a un autre point plus loin là, pour compenser là, pour le départ de M. Ferland, qui va être effectif en date du 6 juillet. Ça prendra quand même une résolution pour accepter la démission de M. Ferland à ce moment-là. Donc, Mme France Bédard, appuyée par M. Sébastien Marchand. Au point C, l'octroi d'un contrat pour la réalisation du projet Naviguer en toute sécurité, sensibilisation, prévention et implantation de la sécurité nautique dans la MRC des Chenaux. Voilà, ça, c'est une subvention qu'on a reçue pour la sécurité nautique autour des rivières, des cours d'eau dans la MRC des Chenaux. C'est d'ailleurs M. Ferland qui avait travaillé là, sur ce dossier-là. Il y a une subvention de 378 750 $. Donc, nous, pour mettre en fonction tous les achats à faire pour le côté nautique et la formation des premiers intervenants qui vont arriver aussi. Donc, c'est pas pour des chaloupes et des moteurs et tout ça, c'est vraiment l'équipement là, pour aller sur les glaces qui peuvent être fragiles, la formation pour les premiers intervenants qui arrivent avant que l'unité avec le bateau puisse arriver. Il y a quand même des choses à faire. Ça, c'est lui qui avait piloté ce dossier-là, même si, bon, il a démissionné. Nous, on va lui accorder un contrat pour pouvoir régler le côté nautique avec les municipalités. Donc, c'est une banque de 100 heures, là, à un taux horaire. Puis, un coup que ça va être fait, voilà, le sauvetage nautique va être assuré. Assurer l'aide au sauvetage nautique parce qu'il n'y a pas de bateau dans la MRC comme tel. Donc, c'est Trois-Rivières ou autres municipalités qui ont des bateaux qui interviennent là, dans ce temps-là, mais l'équipement et la formation auront été donnés. Puis ça, c'est un contrat à part qu'on donne à M. Ferland. Donc, ça prend une résolution. C'est parfait. Donc, on fait la proposition. Daniel Hull en fait la proposition, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Effectivement, ce n'est pas des bateaux puis ce n'est pas des équipements lourds comme ceux-là. Ça prend des équipements spécialisés. Ça prend une escouade de sauvetage nautique qui est accréditée pour ça, mais c'est du sauvetage de la rive. Ouais. C'est souvent des équipements lourds, des cordages, des éléments de flottaison ou autres. Effectivement. Au point D, octroi d'un contrat de travail à M. Frédéric Cyr, directeur du service de sécurité incendie. C'est ça. Donc, M. Cyr est déjà préventionniste à contrat pour la MRC des Chenaux. Donc, on va modifier son contrat un petit peu qu'il puisse faire aussi la direction un peu du service et la direction du service et continuer la prévention pour les risques élevés, très élevés. Donc, on va modifier les tarifs là, pour son contrat jusqu'au 31 décembre de cette année, parce que s'il y a regroupement comme c'est censé bouger, bien, le regroupement débuterait au 1er janvier 2027. Donc, ce serait une régie qui repartirait avec toutes des bases neuves au complet. Donc, M. C va continuer le travail du côté de la prévention et d'avancer le schéma et la formation. Voilà. Exact. Ça prend aussi une résolution pour accepter le contrat de M. Cyr. Oui. La proposition de M. Alain Bouffard, appuyée par M. Jean-Pierre Bordelot. Au point 5, les finances, matériels, équipements et bâtisses, vous avez la liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes, sommes remboursées? Sinon, je demande une proposition pour le paiement de ces factures. Mme France Bédard, appuyée par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point B, un avenant à l'entente de développement territorial du Fonds Région Ruralité 2025-2028. Ce sont des assouplissements
aux normes du volet 2 et du volet 3 du Fonds Région Ruralité qui font en sorte qu'on doive signer un nouvel avenant à ce moment-là. C'est suite à des représentations que plusieurs régions ont faites au niveau du Québec. Fait que je pense que là-dessus, c'est important d'aller de l'avant. M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyée par M. Sébastien Marchand. Au point 3, c'est l'adoption d'un avenant aussi pour la prolongation de l'entente sectorielle en soutien à la démarche mauricienne pour le développement du plein potentiel des jeunes. C'est une prolongation d'une année sans dépenses supplémentaires qui est demandée parce que les gens ont eu, les réponses sont sorties tard. Et normalement, il faudrait qu'ils terminent ça au mois d'octobre. Fait qu'on prolonge ça d'un an, mais ça n'empêche, ça ne demande pas de dépenses supplémentaires pour la NRC. Fait que, encore une fois, c'est recommandé que l'on appuie qu'on adopte cet avenant-là. Fait que si quelqu'un veut en faire la proposition, M. Christian Gendron, appuyé par Mme France Bellard. Au point D, une résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 293 600 $ qui sera réalisé le 29 juin. C'est le regroupement, en fait, c'est un financement de l'autobus adapté et c'est une balance sur le garage. Je pense que c'est exactement une balance de 80 000 environ sur le garage. Donc, on regroupe ces deux règlements-là, puis on les refinance là, donc sur les 5 prochaines années. On a le tableau des versements qui sont là, puis il restera un solde à rembourser là, en 2020, un petit peu. En 2031, non, c'est ça, il se terminerait en 2031 à ce moment-là, le règlement d'emprunt. Ça prend quand même une résolution de concordance pour relativement à cet emprunt par billet-là. M. Daniel Houle, appuyé par M. Hugo Pierre-Bellemare. Au point E, adoption des états financiers 2025 de l'Office municipal d'habitation Trois-Rivières. L'obligation d'adopter ces états financiers-là. Ça présente en fait les revenus et les dépenses qui ont été faites sur chacun des bâtiments de l'Office municipal d'habitation. Que des petits montants qui sont remboursés en fonction de dépenses qui n'ont pas été faites parce qu'on est responsable de 10 du déficit de ces bâtiments-là dans les communautés. Ça prend. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait du profit vu qu'ils en retournent un peu? Non, c'est qu'ils ont fait moins de dépenses. Okay. Donc, c'est ça. On avait payé en fonction des prévisions de dépenses, des prévisions de déficit, mais le déficit est moins élevé que ce qui était prévu. C'est ce qui fait en sorte qu'ils nous remboursent un petit montant du déficit qu'on avait anticipé à ce moment-là. M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyée par M. Sébastien Marchand. Au point F, adoption de l'inventaire des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial qui sont bâtis avant 1940 sur le territoire de la MRC des Genoux. C'est un très bel outil, un très bel inventaire qui a été réalisé. On vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cet inventaire-là. Donc, c'est des immeubles à potentiel patrimonial qui se retrouvent dans toutes nos municipalités. Les municipalités peut-être un peu plus historiques comme Champlain ou Saint-Anne-de-la-Pérade ont peut-être un peu plus de ces types de bâtiments-là, mais quand même, il y a des bâtiments intéressants dans chacune de nos municipalités. Ça prend quand même une résolution parce que c'est un travail de longue haleine qui a été fait par M. Chartier, qui avait entrepris cet inventaire-là, mais on fait donc la publication de l'inventaire. Quelqu'un a fait la proposition? M. Alain Bouffard, appuyé par M. Sébastien Marchand. Point G, l'adoption de l'entente sectorielle de développement en habitation. C'est un projet d'entente avec plusieurs partenaires qui veulent favoriser le développement de l'habitation sur le territoire. On parle d'embaucher une ressource qui va soutenir notamment les projets soit d'aider les municipalités dans le développement de projets de logements abordables ou logements coopératifs ou d'organisations à but non lucratif. C'est vraiment d'orienter. Puis il y a aussi un fonds qui serait créé par le biais de cette entente-là pour investir dans les projets. On espère réaliser ce projet-là. C'est une entente sur 3 ans qui impacterait la municipalité de la MRC des Genoux pour un montant de 8 000 $ par année pendant 3 ans. C'est un fonds qu'on peut utiliser à même notre fonds Région Ruralité pour investir dans cette entente sectorielle de développement-là. Je pense que c'est une bonne chose. On manque des logements sur nos territoires, puis on parle de logement abordable, logement coopératif, logement social. Si on peut avoir de l'aide, parce que c'est compliqué de présenter des demandes en termes de logement social et de logement abordable, on irait, en tout cas, pour bénéficier de l'aide pour accompagner les municipalités dans ce sens-là. Quelqu'un a fait la proposition? M. Jean-Pierre Bordelot, appuyé par
M. Christian Gendron. Au point H, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-157 décrétant une dépense et un emprunt d'1 700 000 pour un investissement dans la Société d'énergie communautaire de la Rivière-Batiscan, société en société en non collectif. Société en commandite, c'est ça. Société en non collectif. Je vais passer la parole à M. Barry, qui est président de Énergie communautaire de la Rivière-Batiscan. Oui, en fait, enfin, il y a des bonnes nouvelles à annoncer dans ce dossier-là. Depuis plusieurs mois, je vous dis, je vous reviens, ça avance bien. Peut-être que vous avez vu dans les médias aujourd'hui, l'Énergie communautaire de Rivière-Batiscan a émis un communiqué ce matin annonçant la phase de préconstruction du projet. Donc, une phase de 16 millions de dollars pour la préconstruction. Juste vous rappeler, nous, ça fait 2 ans que nous sommes partenaires là, de cette société-là. En 2 ans, on a des 5 partenaires. Là. Vous vous souvenez, il y a 3 Premières Nations qui sont avec nous, la MRC et le Super Saint-Narcisse. On a procédé à beaucoup d'études, l'évaluation du barrage, l'évaluation de la galerie d'animal, la cheminée d'équilibre. On a évidemment évalué les équipements qui sont dans la mine centrale en tant que telle. Et puis, toutes ces démarches-là ont été positives. Donc, on sait que on est capable de redémarrer les activités du barrage selon ces études-là qui ont été mises sur pied. Puis, comme je le mentionnais, c'est un projet qui a plusieurs partenaires et qui a une acceptabilité sociale en dossier. C'est une infrastructure qui est centenaire. Cette année, on fête les 100 ans de la mine centrale. Tout est positif dans le dossier. En parallèle, depuis 2 ans aussi, on a travaillé de concert avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec pour avancer le dossier. Ce qu'on a établi, les paramètres de l'entente d'un contrat d'achat d'électricité ont été établis avec Hydro-Québec. Donc, ça, c'est réglé. On sait que c'est un contrat qui va avoir une durée de 40 ans. Ça aussi, c'est un effet qu'on a. L'autre élément c'est qu'on sait ce que le gouvernement doit faire pour nous supporter dans ce dossier-là. Notamment, il y a la cession des actifs. Il y a personne au Québec qui devront être cédés à l'énergie communautaire là, par un décret qui devrait être fait. Il y a toute l'histoire des droits hydriques, l'utilisation d'eau, des forces hydriques qui doit être cédée aussi par décret à SRD. Puis ça, c'est des dossiers de longue haleine. C'est plusieurs mois. Tout est positif, tout va bien dans ce sens-là, mais ça va prendre quelques mois avant que le gouvernement puisse nous autoriser ces 2 décrets. Par contre, on a un enjeu d'échéancier. Nous, on doit commencer des travaux cet automne, pour, notamment la réfection du chemin d'accès à la mine centrale, parce qu'il y a eu des glissements de terrain à cet endroit-là. Puis on doit restaurer le chemin pour être capable d'avoir accès à la mine centrale, pour faire les travaux, les études, etc. Donc, on a une plage bien précise qu'il y a certains types de travaux qu'on doit faire à l'automne, parce qu'on doit travailler dans la rivière, dans la rive de la rivière en tant que telle. C'est pour ça qu'il faut le faire là, parce que si on ne le fait pas là, tout le projet est reporté du neuf. Donc, c'est sûr que devant tout ça, cette phase préliminaire-là, on l'évalue à 16 millions. Là, il y a une partie des travaux, comme j'ai dit, qui est pour le chemin d'accès. Le reste, c'est pour finir toute l'ingénierie qui reste à être déterminée et aussi certains travaux là, de ce type-là. Donc, ce qu'on a eu comme entente avec Hydro-Québec pour nous permettre d'aller de l'avant et de ne pas risquer financièrement que les partenaires soient à risque financièrement. On a une superbe collaboration dans le sens qu'il y a une entente de préconstruction qui a été établie entre le CRB, l'énergie communautaire, et les partenaires, qui dit que le 16 millions est garanti par Hydro-Québec. Donc, peu importe ce qui se passe d'ici 1 an, toutes les sommes investies par les partenaires, si le projet ne va pas de l'avant, Hydro-Québec va nous rembourser. Cette entente-là doit être adoptée, entre guillemets, par décret du gouvernement. Les discussions sont bonnes avec le gouvernement. On sait ce qui s'en vient, des élections, tout ça. Donc, on a un échéancier serré avec eux aussi. Le gouvernement a l'intention d'adopter le décret au mois de juillet au Conseil des ministres. Je dis intention parce qu'il faut vraiment qu'il soit mis à l'ordre du jour. Et les analyses qui doivent être faites là, par les fonctionnaires, c'est bien évident qu'on comprend ça. Et les signaux sont très bons à ce niveau-là. Donc, si on obtient le décret
nous permettant de signer cette garantie-là, cette entente de préconstruction-là. Là, on va pouvoir aller de l'avant avec la phase de préconstruction. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui à la MRC, c'est comme on est partenaire à 10 c'est qu'on vient déposer ce soir un projet de règlement de 1,7 million. Pourquoi 1,7 million et pas 1,6 million? C'est parce qu'évidemment, il y a de l'intérêt qui va couvrir pendant jusqu'à la prochaine année, si on veut, là, en attendant qu'on officialise le dossier et qu'on vienne faire un plus gros règlement. Donc, ça vient couvrir l'intérêt. Et sinon, à ce moment-là, l'intérêt n'a pas à être déboursé par les citoyens ou par une cote-part, etc. C'est financé en même le projet. Et l'intérêt est remboursable par Hydro-Québec. C'est inclus dans notre entente. Donc, il n'y a aucun risque financier pour aucun des partenaires, surtout pour les citoyens. C'est ce qu'on voulait s'assurer. Donc, notre stratégie, c'est qu'on va déposer notre projet de règlement ce soir et on va l'adopter seulement lorsque le décret du gouvernement sera confirmé et mis évidemment, pour mettre personne à risque dans tout ça. Donc, ce qui est notre stratégie, c'est dès qu'on a le décret souhaité en juillet, le mi-juillet, là, nous, on va faire une assemblée extraordinaire pour venir adopter le règlement. Si par malheur, on n'a pas le décret, on n'adoptera tout simplement pas le règlement pour pas que les municipalités soient à risque dans le dossier. Donc, voilà, c'est là qu'on est rendu. C'est des excellentes nouvelles. La prochaine année va venir nous permettre de peaufiner les coûts finaux pour la réfection du barrage. On a déjà dans nos discussions d'entente une braquette de prix du kilowattheure que j'ai négocié avec Hydro-Québec. Et puis, avec c'est le montant, dans le fond, le projet final, on va déterminer le prix, on va rassurer tous les partenaires. C'est un projet qui est rentable pour tout le monde, qui est correct aussi pour Hydro-Québec, évidemment. Puis, à ce moment-là, on passe à la phase finale de construction. Ce qui est prévu, c'est que, il y a des travaux cet automne, comme je vous mentionnais, mais dans un an, lorsqu'on aura tout réglé, les plus gros travaux vont probablement l'été 2028, l'été 2027, c'est là que ça va se passer. Les travaux, évidemment, vont affecter la clientèle du parc de la rivière Vatican, on en est conscient. On travaille avec eux, on a plusieurs rencontres de travail de fait avec eux, fait qu'on va atténuer tout ça pour qu'il y ait d'impact pour eux. Puis je salue la très, très bonne collaboration du parc à ce niveau-là. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'écueil dans un dossier, là, ça en est un. Tout est positif. Hydro-Québec est positif, le gouvernement est positif, la communauté derrière nous, le parc collabore. Donc, puis, je rappelle que 100% des revenus vont aller pour les communautés, pour les projets communautaires, donc pour les citoyens directement. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à ce projet-là et qu'on met toute l'énergie qu'on peut. Donc, j'ai fait un topo assez clair et précis d'où on en est. Donc, c'est pour ça le point 5H qui demanderait une évaluation et le dépôt du projet de règlement. Voilà. Quelqu'un donne l'avis de motion? Je le go Pierre Bellemare. Point I, dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme d'appui aux collectivités volet 1, sous-volet B, attractivité, accueil, intégration et rétention des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. En fait, c'est pour le renouvellement de notre ressource en immigration. C'est M. Gilles Mercure qui est là actuellement. Mais si le ministère ne renouvelle pas ce programme-là, malheureusement, on devra fermer le poste de notre seule ressource en immigration. Ça serait vraiment, parce que je pense qu'on a besoin de favoriser vraiment l'accueil sur notre territoire puis le travail avec les ressources immigrantes. Je pense que ça répond ils répondent à des besoins de main-d'œuvre qu'ont nos entreprises. Là-dessus, je pense si vous voulez, en train de proposition pour le dépôt. Donc, M. Daniel Hull, appuyé par M. Hugo Pierre Bellemare. Oui. Excuse pour le barrage. Oui. J'ai dit tantôt à une motion par Hugo. Oui. Ça te prenait quelqu'un d'autre pour le premier projet de règlement? Non, je pense pas. Pas dans les dépôt. C'est une seule personne. OK, juste pour être sûr. On tombe au point 6. Dans les conformités de règlements municipaux, on en a 21 ce mois-ci. C'est quand même beaucoup d'éléments en lien avec la concordance. On va essayer d'y aller
Rapidement, sur le premier, c'est un règlement numéro 320-2026 de la municipalité de Batiscan qui vise à apporter des règlements, des modifications au règlement sur les permis et certificats pour assurer la concordance en lien avec le projet d'implantation des éoliennes sur le territoire. C'est jugé conforme. Fait que est-ce qu'on peut avoir une proposition ou si on les fait en bloc? On les fait ça en bloc. Les mêmes pour tous? Le 21? OK. On va y aller municipalité par municipalité, si vous voulez bien, je pense. Par bloc de municipalité. Oui, par bloc de municipalité, ça serait bien. Oui. Le deuxième, toujours pour la municipalité de Batiscan, c'est au niveau d'un plan d'urbanisme. C'est un règlement qui modifie le règlement numéro 098-2008 relatif au plan d'urbanisme sur les éoliennes commerciales. Il vise à assurer aussi la concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé pour encadrer l'implantation d'éoliennes et c'est jugé conforme. Le troisième, toujours à Batiscan, c'est le règlement de zonage en tant que tel. C'est aussi en lien avec la concordance. Donc, on a toujours 2-3 couches à faire. C'est le plan d'urbanisme, le règlement de zonage. Fait qu'on a à modifier ça. Fait que c'est aussi conforme. Je pense qu'on s'est rendu à. Donc, ça prendra une proposition pour les 3 règlements de Batiscan. Donc, proposé par M. Daniel Hull, appuyé par M. Gérard Bruno. Prochain règlement de Champlain, un règlement de lotissement qui modifie justement le règlement de lotissement qui date de 2009. Pour Champlain, le règlement sur les permis de construction, en fait, on vient modifier les conditions d'émission des différents permis de construction par le nouveau règlement. C'est un règlement qui datait de 2009 aussi. Avec une petite mise à jour. On a maintenant un avis de non-conformité pour un règlement de Champlain. Donc, en lien sur un règlement sur la construction, on dit que finalement, il y avait. En quoi il est non-conforme, Sébastien? En fait, c'est que dans le nouveau règlement de la municipalité de Champlain, il y a des références qui ont été retirées par rapport au règlement sur le captage des eaux souterraines qui n'existent plus vraiment au niveau provincial, mais qui existaient encore dans notre schéma d'aménagement. Ça a été fait pour remplacer par le nouveau règlement, le règlement actuel sur le prélèvement des eaux et leur protection. Mais en enlevant la mention qui est toujours dans le schéma, ça le rend non conforme avec. Parfait. Avec ces explications-là, quelqu'un a fait la proposition pour ces 3 règlements-là. Donc, M. Alain Biffard, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. On passe maintenant à la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est un règlement sur le lotissement. Donc, il modifie le règlement de lotissement numéro 645 qui a pour objet d'augmenter la contribution exigée pour des fins de parc, passer de 7 à 10 %, de mettre à jour la liste des rues privées prévues à l'article 5.3 et d'encadrer le lotissement à l'intérieur des zones de réserve. Toujours à Notre-Dame du Mont-Carmel, un règlement de zonage qui modifie le règlement de zonage numéro 644 pour modifier différentes dispositions. C'est pour ajouter des dispositions qui portent sur les usages mixtes, les entrées charretières, les conteneurs, ainsi que certains éléments de la section 7 sur les bâtiments municipaux, les bâtiments principaux, principalement en lien avec les marges de recul, de même qu'une refonte complète de la section 8 qui est relative aux bâtiments accessoires, dont les superficies. Il intègre également le projet pilote sur les poules pondeuses, ajoute l'usage éolienne dans la classification des usages, puis autorise certains usages dans des zones spécifiques. C'est jugé conforme par le service d'aménagement à ce moment-là. Oui, OK, c'est les 2 seuls qu'on avait. Fait que M. Bruno en fait la proposition, appuyé par M. Christian Gendron. On arrive maintenant à Saint-Luc de Vincennes, un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. C'est une obligation qu'ont toutes les municipalités pour établir les normes minimales d'occupation, de salubrité, d'entretien des bâtiments, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À Saint-Luc aussi, le plan d'urbanisme, on établit dans le règlement numéro 2026-473 les dispositions relatives à l'identification des aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines en concordance avec le règlement 147A de la MRC des Chenaux. Puis on ajoute dans ce que l'objet du règlement c'était correct, là? Parce qu'on dit qu'on rajoute on ajoute des numéros de lot des sites de recherche visés par la recherche au niveau des
C'est les zones de Oui. captage en eau, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Les autres municipalités qui avaient déjà adopté cette concordance-là se basaient sur des différentes études qui avaient été commandées au début des années 2020. Puis la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes ne les avait pas faites parce qu'ils n'avaient pas Mis à jour. ça n'avait pas été mis à jour. Puis par la population, vous n'étiez pas dans l'obligation de le faire. Ils ont utilisé d'autres recherches qui avaient été faites pour complémenter le plan de France. Mais c'est vraiment sur la disposition des eaux souterraines et non pas dans les volets éoliens, ce règlement-là. Toujours à Saint-Luc, dans le zonage, c'est la concordance en lien avec justement les dispositions relatives aux éoliennes. C'est aussi jugé conforme. Oui, ça prendrait un proposeur d'un appuyeur pour ces règlements-là. M. Sébastien Marchand, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. On arrive à Saint-Narcisse, le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, encore une fois, c'est les normes relatives à l'entretien du donc, le règlement, c'est les normes relatives à l'entretien de tous les bâtiments et autres constructions pour préserver l'intégrité de leur partie constituante. C'est aussi conforme. À Saint-Narcisse, plan d'urbanisme, c'est le règlement de concordance sur l'identification des aires de protection des lieux de captage et la création des dispositions relatives aux éoliennes, qui est aussi jugé conforme. À Saint-Narcisse, toujours cette fois-là, le règlement de zonage, toujours en lien, en concordance avec le règlement MRC sur l'identification des aires de protection et les créations des dispositions relatives aux éoliennes. Ça prend aussi un proposeur sur ces règlements. Mme France Bédard, M. Daniel Houle. Saint-Prosper, un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, comme l'ensemble des autres municipalités. C'est le seul Saint-Prosper, proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Saint-Stanislas, un règlement sur les permis et certificats. Donc, le règlement vise à modifier les dispositions du règlement sur les permis et certificats, un règlement qui datait de 2009. C'est aussi conforme. Saint-Stanislas, le plan d'urbanisme, c'est un règlement qui vise exclusivement à modifier des règlements sur le plan d'urbanisme du 2009-474. Peut-être quelques éléments d'explication là-dessus. Sur ce. C'est le 474. Le 474, c'est le règlement sur le plan d'urbanisme. Cette modification au règlement, c'est en concordance avec pour les éoliennes. Si le 2024-147 OK, c'est pas identifié en lien avec celui-là qui avait la carte des cartages d'eau souterraine. Oui, mais c'est pour la modification au plan d'urbanisme, mais pour le captage des eaux souterraines. OK, donc un peu comme on a fait pour Saint-Luc tantôt. C'est ça, c'est la même chose. OK, donc c'est en lien avec l'eau potable. Saint-Stanislas, le règlement de zonage pour modifier les règlements de zonage numéro 2009-476. C'est aussi conforme. C'est complet pour Saint-Stanislas. Et quand on fait la proposition, Hugo Pierre Bellemare, appuyé par M. Alain Bouffard. On va maintenant, cette fois-ci, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, un règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. C'est un règlement sur les ententes entre les promoteurs immobiliers et la municipalité de Sainte-Anne. Donc, c'est aussi analysé puis jugé, considéré comme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Seul pour Sainte-Anne-de-la-Pérade. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Daniel Houle. Sainte-Geneviève, le règlement de zonage, c'est pour modifier la cartographie des zones à risque de glissement de terrain sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. C'est aussi jugé conforme. C'est le seul. En fait, proposition, Mme France, appuyée par M. Gérard Bruno. Saint-Maurice, règlement de zonage qui modifie les normes relatives à l'implantation des éoliennes en concordance avec la MRC des Chenaux. C'est tout. Oui, c'est parfait. Donc, proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Hugo Pierre Bellemare. Au point suivant, donc, c'est l'adoption du document indiquant la nature des modifications à être apportées à la réglementation d'urbanisme. Oui,
Nous avons reçu l'avis du ministre comme quoi le règlement 2026-156 qui venait intégrer les nouvelles cartographies de zones de glissement de terrain à Sainte-Geneviève-de-Vatican. Puisque nous avons reçu l'avis positif du ministre, la municipalité de Sainte-Geneviève doit se conformer, chose qu'elle a déjà faite dans les points précédents. Puis le document indiquant la nature des modifications, c'est le document, un peu le guide de comment se conformer à notre réglementation. Parfait. Donc, voilà. Ça prend quand même une résolution pour adopter ce règlement-là, qui indique la nature des modifications. M. Daniel Hull, appuyé par M. Gérard Bruno. Est arrivé. Le point 7, le rapport. Le point A, est-ce qu'il y a des questions sur le rapport du directeur général? Ça va? Point B, représentant d'Énersic, je ne sais pas si M. Dostal est absent, mais est-ce que M. Marchand, il y a des points en particulier? On n'a pas vraiment transmis de document à parler, là, mais. OK. Une présentation plus complète lors de la prochaine rencontre. Excellent. Au point C, comité culturel, Mme. Oui, il n'y a pas eu de rencontre, mais j'ai quand même eu de l'information parce qu'on a une agente qui est quand même très active. Alors, concernant la murale à Saint-Stanislas, ça sera réalisé en septembre. Je sais que le comité de Saint-Stan va rencontrer le collectif là, pour donner une petite mise au point. Et il y aura également un symposium de peinture à Mont-Carmel en juin. Je m'excuse, je n'ai pas la date. Concernant les spectacles, alors pour ce qui est du groupe Bleu Jeans Bleu qui sera en spectacle à l'auditorium du Tremplin, c'est le 24 septembre et il y a déjà plus de 90 billets déjà écoulés. Et le spectacle de Réal Bellan qui aura lieu le 30 octobre, il y a plus de 130 billets effectivement de vendus. La prochaine rencontre, c'est le mois prochain. Symposium de peinture à Mont-Carmel, c'est le 20 et 21 juin. Merci, je n'avais pas noté. Excusez-moi. Si en fin de semaine, si vous avez le temps de découvrir ce nouvel événement-là, ça risque d'être fort intéressant. Comité vitalité du territoire, il n'y a pas eu de rencontre en tant que tel. Il y a des projets qui vont être traités au point B. Voilà. Comité ressources humaines, M. Gendron. On a parlé au début, il n'y a pas d'autres points. Parfait. Comité de sécurité incendie? Oui. Il y a plusieurs formations qui ont pris fin, des formations de pompiers 1 qui ont pris fin, donc les pompiers vont recevoir leur certificat. Par la suite, il y a de la prévention qui continue d'un risque élevé, très élevé, puis des préventions dans les maisons, les risques faibles vont débuter comme à tous les jours, après la période estivale, là, vont débuter dans les maisons par les pompiers de chaque municipalité. Puis notre préventionniste, il y a un congrès des techniciens en prévention incendie là, qui va participer ou qui est déjà passé, là, Patrick, au courant là, pour celui-là, mais en tout cas, le congrès est là, fait qu'il va participer. Le reste, le projet nautique, on en a parlé tantôt là, avec la subvention. Voilà. Puis, pour ce qui est des défibrillateurs cardiaques, on les a reçus, finalement. On les a. Tantôt, les directeurs généraux sont partis avec. Ils vont être installés là, dans les différents endroits. Là, il y en a un par municipalité qui va être d'un endroit accessible 24 heures sur 24, 365 jours. Et ça sauve des vies. Donc, puis ça va être publicisé, l'endroit et tout, puis la petite formation que les gens peuvent faire. Mais même s'ils ne font pas la petite formation, c'est des défibrillateurs automatiques. Donc, la machine instruit la personne là, pour faire les manœuvres puis comment l'utiliser. Fait que, voilà. Fait que finalement, ils sont arrivés, on va les installer. Voilà. Une bonne nouvelle quand même pour augmenter la sécurité dans nos communautés. Sécurité publique, est-ce qu'il n'y a pas eu de rencontre? Il n'y a pas eu de rencontre ce mois-ci. Parfait. Point H, communauté entrepreneuriale des Genoux, il y a eu un grand rendez-vous des employeurs qui a eu lieu le 13 mai dernier à Saint-Luc, ici. Donc, on a parlé des obligations des employeurs en matière de prévention et la prise en charge du harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel. Donc, une formation avec la CNSST qui a eu lieu le 13 mai. Il y a eu 20 personnes qui ont participé. Il y a eu un 5 à 7 de lancement de la saison touristique qui a eu lieu le 9 juin dernier. On a participé à Sainte-Anne au bureau d'information touristique qui s'est fait une beauté aussi. Ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est un petit coup de jeunesse qui s'est refait au niveau du bureau d'information touristique. Il y a eu 36 personnes qui avaient confirmé leur participation.
La grande journée des petits entrepreneurs qui a eu lieu le 6 juin dernier à Saint-Prosper, 34 petites entreprises qui ont été inscrites, dont des fois plusieurs jeunes de frères et sœurs dans une même entreprise. C'est toujours magnifique de voir ça, comment les jeunes font preuve de créativité, qui sont bien accompagnés de la part des parents à ce niveau-là. Voilà, c'est les éléments de la communauté entrepreneuriale. Le dossier suivant, c'est la table touristique. On nous mentionne que le Sacré Circuit va commencer à la fin du mois de juin. Donc, il est prévu de faire une version numérique des rallyes actuels pour la saison 2026. C'est possible de faire un rallye sur le Sacré Circuit qui regroupe les églises de Sainte-Anne-de-Pérade, de Batiscan, Champlain et le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est un attrait intéressant à faire sur le chemin du roi. Au niveau du bureau d'information touristique qui a ouvert ses portes, comme on le mentionnait, le 6 mai, les travaux pour un accès universel puis les salles de bain 24/7 vont se terminer quelque part en juin. On est en train de compléter ça et on a fait le dévoilement officiel. Il y a eu un lancement touristique aussi de la saison touristique le 9 juin dernier, dans lequel on a présenté certaines nouveautés qu'il y a sur le territoire. Puis ça a été suivi par un 5 à 7 réseautage pour les entreprises du territoire. Et la tournée Art et terroir, il y a déjà 21 entreprises de la MRC des Chenaux qui sont inscrites pour la 4e édition. Ça aura lieu au mois de septembre. Je pense que c'est 20-21 septembre prochain sur le territoire de la MRC des Chenaux, de la MRC Miquinac et de la MRC de Masquinongé. La carte touristique, il y a une nouvelle carte touristique de 2026 qui a été reçue. Et la distribution va se faire dans les entreprises de la MRC des Chenaux. Vraiment, ça a déjà commencé, puis ça va se compléter dans les prochains jours. Fait que c'est Frédéric Lamotte et Virginie Thibault qui sont les deux personnes en charge de ce dossier-là qui vont distribuer les cartes touristiques. C'est important de les faire connaître aussi. Si vous prenez-en puis donnez-en à votre visite. En certains cas, vous le faire connaître les attraits touristiques qu'il y a dans la MRC des Chenaux. C'est toujours très intéressant. On laisse surpris de voir tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à voir dans notre MRC. Et il y a eu une journée découverte qui s'organise. En fait, ça s'organise à chaque début de saison. On invite les guides touristiques des autres régions, les gens qui sont responsables dans les bureaux d'information touristique pour présenter ce qu'on a de nouveautés sur le territoire. Donc, la journée découverte s'est tenue le 30 août dernier. Il y a 19 guides touristiques de la Mauricie qui ont participé quand même à cet événement-là. C'est quand même pas banal. On a une belle participation. Puis, notre MRC est apprécié. On gagne à faire connaître un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc, comité de service de transport, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Énergie communautaire, la Batiscan, je pense qu'on a fait un bon portrait du dossier à ce moment-là. On est rendu au point 8, Fonds région ruralité, municipalité de Batiscan, concept d'aménagement préliminaire du quai de Batiscan. C'est un projet totalisant 18 016 $, puis le montant de l'enveloppe réservée. Donc, ce serait une subvention de 12 016 $ qui serait accordée. Ça prendrait une résolution pour accepter ce projet-là, si vous voulez bien. Donc, M. Gauthier-Abellemare, M. Bientôt l'appuie. Dans les demandes régionales, on a le projet Cultive le partage pour des Chenaux jardines ensemble. C'est un projet en collaboration avec la Maison des familles pour des bacs de culture, favoriser un petit peu là, aussi le glanage sur le territoire, donc les initiatives qui visent à récolter les fonds de champ, distribuer ça à des gens qui viennent comme bénévoles, mais redistribuer aussi aux organismes d'aide alimentaire. Puis, il y a toujours un tiers qui est remis aux producteurs. Fait que dans ce projet-là, c'est un projet de 18 500 $. La subvention serait de 14 800 $ pour le cultive de partage. M. Gérard Bruno en fait la proposition, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. La Société d'histoire de Sainte-Geneviève, donc pour le retour de la cloche Geneviève avec la mise en place du château-phare à Sainte-Geneviève, ils ont récupéré la cloche de l'église, puis elle a été nettoyée, tout ça, puis il y aurait un aménagement de prévu à l'avant du bâtiment pour mettre en valeur. Ils ne l'ont pas récupéré encore. Ça appartient aux promoteurs. Okay. Par contre, ils veulent la racheter. Les cloches, ça a l'air que ça avait des noms. Ça. Oui. Il y en avait 3. Ça fait que la cloche Geneviève, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment très beau. Fait qu'ils voulaient la mettre en évidence là, sur le terrain avant. Fait qu'il y a un projet là, pour ramasser des fonds pour ça, donc cette demande-là
à la MRC des Chenaux. C'est un projet de 20 000 pour lequel il y a plusieurs personnes. En fait, il y a une campagne de sollicitation individuelle ou des familles qui est faite auprès des gens de Sainte-Geneviève, mais il y aurait une petite aide financière d'un montant de 2 500 à même notre fonds Région Ruralité puis je pense que ça va être sécurisé aussi, cette cloche-là. Oui, parce que ça fait voler pour le métal, finalement. c'est tout en bronze, c'est très pesant. C'est ça. Ils ont volé Gilles Villeneuve, fait que là, on va essayer de protéger celle-là. Mais oui, il va y avoir une cloche de verre par-dessus, plus un anneau de métal. Un anneau de métal. Donc, s'ils veulent la voler, ils vont travailler un peu. Un peu beaucoup. D'abord, M. Bruno a fait la proposition, M. Bouffard l'appuie. Le troisième dossier, c'est de la MRC des Chenaux, l'acquisition et déploiement d'un outil géospatial de type drone. Ça va servir, entre autres, pour des relevés au niveau des cours d'eau. En fait, Sébastien peut nous donner. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan régional sur les milieux humides et hydriques, on veut faire un inventaire des bandes riveraines sur notre territoire, puis voir l'état de celle-ci. Avec le drone, ça nous permettrait de couvrir pas mal plus long, en pas mal moins d'outils qui pourraient être aussi utile pour toutes sortes d'inspections en foresterie, puis dans les départements. Glissement de terrain. Des glissements de terrain. Vous vérifiez la loi sur l'abattage des arbres aussi. En tout cas, il y a des différents types d'usages comme ceux-là. C'est qu'au lieu de partir et d'aller directement sur le terrain, mais avec le drone, on est capable de prendre des images puis de collecter ça aussi comme élément de preuve d'une certaine façon. Puis ça a été évoqué aussi qu'on pourrait voir dans les cas d'urgence civile, ça pourrait peut-être donner un coup de main en cas d'inondation, quelque chose comme ça, pour aller repérer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain en tant que tel. Je pense que c'est un élément aussi qui peut entrer. C'est quand même un projet de 106 050 $, mais ça inclut la formation, ça inclut les logiciels spécialisés, ça inclut aussi le temps d'application pour. Non, mais juste pour compléter, l'achat du drone, c'est 20 000 $. Le coût de projet, c'est parce que c'est des employés américains déjà rémunérés qui vont travailler. Ce n'est pas un coût de 106 000. Le coût réel, c'est 20 000. J'entends beaucoup plus beau. En fait, souvent, quand on présente des projets, et les organismes communautaires ont l'habitude de le faire, ils calculent le temps main-d'œuvre qui est mis à l'intérieur d'un projet. Ça compte comme contribution du milieu. On ne peut pas y aller toujours à 100%, mais dans ce cas-là, toute la formation qui est donnée, les outils spécialisés et tout ça. La subvention du FRR effective, c'est un montant effectivement de 20 000 $. Quelqu'un a fait la proposition, M. Daniel Houle, appuyé par Mme France Bédard. Le quatrième, c'est le CHAC La Pérade, c'est la maison des jeunes de Sainte-Anne-la-Pérade pour un camp Je m'évade en nature. C'est un projet d'un montant c'est des camps justement, des camps en nature à ce moment-là. C'est un projet de 20 580 $. L'aide financière, c'est de 15 000 $. Encore une fois, la différence, c'est souvent le temps ressources pour l'encadrement, la préparation, le suivi de ce dossier-là, qui est du temps ressources offert par les ressources du CHAC La Pérade. Ça vous convient? M. Hugo Pierre Bellemare a fait la proposition. C'est un camp que tous les jeunes de la MRC aussi vont pouvoir participer, dont du canot camping là, qui aide beaucoup aux jeunes à développer le sentiment avec la nature. Effectivement, oui, c'est vrai que c'est un élément de condition qu'on voulait pour que ce ne soit pas uniquement que dédié aux jeunes d'une seule municipalité. Mais on nous a effectivement confirmé qu'il y avait des jeunes d'autres municipalités qui fréquentent le CHAC La Pérade. Appuyé par M. Christian Gendron. Au point C, l'adoption du rapport d'activité du Fonds Région Ruralité volet 2 pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Vous avez l'ensemble des dossiers dans lesquels on a investi des sommes. Je pense que c'est un très bon rapport présenté par Mme Élise Marchand. Ça prend quand même une résolution. C'était le dépôt, donc France Bédard, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. En développement économique, au point 9, dépôt du rapport mensuel du service de développement économique, qui est là aussi à titre d'information. On a une demande d'aide financière au Fonds local d'investissement et au Fonds local de solidarité, une entreprise qui s'appelle Signé Saint-Onge, qui est localisée à Saint-Stanislas. On parle d'un montant de 20 000 sous forme de prêt remboursable par le Fonds local d'investissement et un montant de 20 000 par le Fonds local de solidarité
qui sont aussi recommandés dans le cadre de ce dossier-là. Il y a d'autres partenaires financiers, dont la SADC et différents autres partenaires. Mais voilà, ça prendra quand même une résolution pour accepter ce projet-là d'aide financière. Quelqu'un fait M. Sébastien Marchand, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Dans les appuis demandés, la semaine dernière, on a rencontré les producteurs de lait de la Mauricie qui voulaient nous sensibiliser sur la défense de l'intégrité de la gestion de l'offre dans le contexte de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Donc, c'est un élément qui est très préoccupant pour les producteurs de lait. On dit que la gestion de l'offre, c'est un élément central au sein de la politique qui est très contesté par les Américains. Je pense qu'à la lumière des informations, on était en accord de soutenir de signer une résolution, de signifier notre appui par résolution. M. Daniel Roule en fait la proposition. M. Hugo-Pierre Bellemare l'appuie. Dans la correspondance déposée du ministre responsable de l'Habitation, la programmation 2026-2027 du programme Réno-Région, c'est un programme qui vient en aide aux personnes moins bien nanties pour des travaux, soit de structure, des travaux d'amélioration des résidences, mais il y a des critères en lien avec le montant, le revenu annuel donc des personnes, mais c'est un très petit montant de 47 600 qu'on a de disponible pour la MRC des Chenaux en 2026-2027, ce qui est à peu près l'équivalent d'un dossier, je vous dirais. Là. Fait que on ne fait pas beaucoup de travaux, ce qui est déplorable parce que ce travaux-là vient aider les personnes les plus vulnérables dans des travaux souvent de reconstruction des bâtiments. Fait que, on va quand même prendre acte de cette correspondance-là. La deuxième, c'est du ministère des Affaires municipales, c'est l'avis de conformité du règlement numéro 2026-156. C'est le règlement sur les glissements de terrain à Sainte-Geneviève-de-Vatican. Au point C, c'est du ministère des Affaires municipales et d'Habitation pour le partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles. C'est un montant de 215 310 $ qui nous est octroyé. C'est une formule avec 4 variables qui tient compte de la population, de la superficie, puis 2 autres critères en tant que tels. Mais c'est une aide financière qui normalement était prévue à notre budget qui revient de façon récurrente. Donc, 215 310. Pour votre information, le dépôt du rapport mensuel du comité en communication. Donc, c'est M. Frédéric Lamotte qui remplace notre conseiller en communication qui est en congé maternité. Fait que, voilà, qui dépose son rapport. Et dans les autres sujets, donc, on avait indiqué en début de rencontre réaction au sondage de Test Canada. Je dois vous mentionner que les élus, on a pris connaissance, en même titre que tout le monde de la population, des résultats du sondage. On déplore un peu que les résultats de son sondage-là, que ce sondage-là n'ait pas été fait uniquement que sur les territoires de Mekinac et des Chenaux qui sont directement concernés par la réalisation de ce projet-là. Alors, on voulait prendre position par voie de résolution pour marquer le coup d'une façon officielle. Fait que si vous êtes d'accord, on bâtira un projet de résolution dans cet esprit-là, disant à Test Canada que nous, on ne considère pas nécessairement que ce projet-là est représentatif vraiment de la vision des citoyens de la MRC des Chenaux et de la MRC Mekinac qui sont directement impactés par la réalisation du projet. Fait que ça traduit bien votre... Bon, parfait. Quelqu'un a fait la proposition de cette résolution-là? M. Gérard Bruno, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Guy, j'aurais 2 petits sujets que j'ai oubliés. Tu peux les passer à la période de questions. Ça ne sera pas long, mais c'est tout le temps long, mais on va essayer que ça ne soit pas long. Juste pour vous informer, les communications vont être transmises aussi pour la reconstruction de la route 361. C'est la route qui part de la sortie d'autoroute à Sainte-Geneviève, qui vient vers le village. Finalement, les dates ont sorti, fait qu'ils vont se mobiliser à partir du 22 juin. Mobiliser, c'est qu'ils vont emmener tous les équipements. C'est un gros projet. Et à partir du 29 juin, ça va être fermé à toute circulation, aller jusqu'au 1er novembre. Donc, tout le mois de juillet à août, septembre et octobre. C'est un gros projet. Comme on dit, les seules personnes qui vont pouvoir circuler, c'est les gens qui habitent là. Et tous les services d'urgence, policiers, ambulanciers, pompiers, premiers répondants, vont être mis quotidiennement à l'avancée des travaux. Les travaux vont débuter à partir de la partie du village et non de l'autoroute en s'en venant au village. Ils vont partir du village en s'en allant à l'autoroute.
mais ça va être vraiment fermé à toute circulation. Donc, il y a des pompiers de Batiscan qui vont devoir intervenir sur l'autre bord pour couvrir notre territoire de l'autre côté le temps qu'on fasse le tour. La route de détour va être faite par le village Champlain et la route Campanipole. Ça a déjà été plusieurs communications qui ont été envoyées aux résidents qui demeurent là, puis aux résidents en général aussi. Fait que ça va débuter. Ça fait 25 ans qu'on attend ce projet-là. Il débute là, puis il prévoit que ça va durer au 1er novembre, puis il espère avoir terminé. Nous aussi, on espère qu'il ait terminé le 1er novembre. Ça a été affecté beaucoup. Deuxième des choses, peut-être à vous informer, pour les municipalités qui ont des services de premiers répondants. Depuis plusieurs mois, les appels de premiers répondants ont diminué de beaucoup. Donc, il y a certainement des citoyens qui se posent des questions, qui voyaient arriver des premiers répondants quand il y avait un appel au service ambulancier. Et là, il n'y a plus de premiers répondants. Et on n'a pas été avisé officiellement de ça par la centrale. Et à force de faire des recherches et parler à des gens, bien, effectivement, le directeur médical, le médecin qui supporte les premiers répondants, ils ont décidé d'annuler les priorités 3. Donc, les priorités 3, là, si l'ambulance est prévue d'arriver dans un délai de 30 minutes après l'appel, il n'y aura pas de premier répondant. Donc, les gens vont attendre 30 minutes. Si c'est une priorité 3, puis ça, il y a un paquet de facteurs qui déterminent la priorité, et même des priorités 1 et 2 qui sont urgences vitales. Si l'ambulance est capable d'être là dans les 5 à 7 minutes, ils n'appelleront pas non plus les premiers répondants. Donc, le gouvernement veut mettre plus de services de premiers répondants dans toutes les municipalités possibles, mais ils ont réduit les appels de beaucoup. Par exemple, Sainte-Geneviève, on avait 80 appels par année, puis on est rendu à 25. Pour vous dire que, mais d'un autre côté, avec le nouveau changement de réglementation, c'est pas parce que les gens vont appeler l'ambulance qu'ils vont partir en ambulance. Il va y avoir une évaluation qui va être faite, puis c'est bien possible qu'ils lui donnent un rendez-vous avec un médecin le lendemain, mais qui vont passer la nuit chez eux, qui n'iront pas en ambulance pour désengorger. Puis ça, c'est fait par les infirmières cliniciennes et des médecins au cas où. Fait que nous, les premiers répondants, on n'a pas le droit de sortir si on n'a pas d'appel. Donc, on sort sur les appels, mais maintenant, ça va être des appels de priorité vitale pour la vie. Voilà. Priorité 0, 1 et 2. Fait que c'est une décision de Santé Québec. Voilà. Excellent, merci. C'est donc rendu à la période des questions. Je vous rappelle 30 minutes. On évite les longs préambules. On y va sur les questions, s'il vous plaît. À vous nommer ici. Bonjour, Serge Maton. Un petit point pour tout le monde. Sachant que l'ensemble des municipalités touchées par la possibilité d'implantation d'éoliennes sur leur territoire s'orientent vers des référendums associés aux modifications au règlement de zonage. Sachant également que le processus référendaire comporte certaines conditions et délais à respecter. Nous demandons la possibilité que dans chaque municipalité concernée, le processus référendaire soit présenté aux citoyens, et ce, quelques semaines avant la date de référence qui sera déterminée pour le début du processus référendaire. Est-ce possible? C'est certainement possible. Ce que j'ai toujours entendu de la part de tout le monde autour de la table, c'est qu'on veut que le processus soit le plus clair possible, le plus transparent possible. Fait que je pense que là-dessus, nous, à Saint-Narcisse, on avait pris cet engagement-là. Je présume qu'on pourra, même à la limite, peut-être partager un même document ensemble sur le processus, parce que le processus il demeure le même. C'est des numéros de zone qui changent, mais ça, c'est essentiellement là, la structure, le suivi de la loi pourra se faire de la même façon à ce moment-là. Mais je veux mettre en évidence également de connaître cette information-là plusieurs semaines avant le début, dans quelques municipalités que ce soit, là, avant le début du principe d'application du principe de référendaire. Parfait. Sébastien, vous voulez ajouter quelque chose? Dans le processus d'approbation d'un règlement de zonage, l'approbation référendaire, ben,
la tenue des registres, c'est entre le deuxième projet et l'adoption du règlement. Entre le premier et le deuxième projet de règlement, il y a nécessité de tenir une assemblée de consultation publique qui doit se faire au minimum, à peu près un mois avant le processus référendaire. Je pense que c'est une bonne façon pour les municipalités de transmettre cette information. Mais je pense qu'on peut aller quand même plus loin. Puis, comme chez nous autres, on avait parlé vraiment d'envoyer quelque chose, un document écrit à l'ensemble des citoyens des zones concernées. Là. Fait que, je pense que là-dessus, mais on pourra. À Saint-Maurice, en fin de compte, là, moi, je me suis engagé avec le conseil, c'est qu'il y aura des soirées d'information sur la procédure pour que les gens comprennent bien. Là. Alors, ça, c'est sûr qu'on va avoir des soirées d'information. Merci beaucoup de vos initiatives. Merci. Frédéric Sapp, ça prospère. Déjà, pour vous dire que la dernière fois, là, quand je suis venu, je ne consentais pas trop à ce que la période des questions dure seulement 30 minutes, parce qu'il y a 5 minutes par personne aussi, alors qu'on est sur un très, très gros projet. Et que vous savez que les OGAT, en fait, nous demandent plusieurs choses que je vais malheureusement être obligé de répéter. La participation et l'engagement des citoyens est nécessaire. Il y a des mots importants, des mots clés, des mots forts, en fait, donc c'est ça que je vais répéter. Participation et engagement des citoyens est nécessaire. La santé et l'amélioration de la qualité de vie des personnes au centre des préoccupations. Après avoir pris considération des préoccupations de la population. Les éoliennes ont des conséquences importantes sur la qualité de vie des citoyens, que l'approche doit être concertée, ouverte et participative, que la population devrait être étroitement associée à la détermination des paysages et autres. La réduction des risques et des nuisances est primordiale. Appuyer la décision sur des données probantes. Renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie des communautés par réduction des risques et des nuisances. La santé et la sécurité publique impliquent des moyens pour réduire les nuisances et les risques associés. Donc, je vous disais que je ne consens pas trop à ce qu'on réduise à 30 minutes sur des projets aussi importants. On a beaucoup de questions. J'étais obligé de vous courir après Saint-Narcisse et aller à différents endroits pour enfin avoir des réponses. J'ai enfin compris votre stratégie. J'y arrive. Justement, vous avez une stratégie. Je vous remercie. J'ai enfin compris. Elle fait du sens. C'est ça que je voulais vous dire. Ça me convient pas, mais c'en est une pareille. Donc, vous avez une stratégie, puisque j'en comprends et que j'aimerais que le monde comprenne aussi, c'est qu'à première vue, vous avez peur d'un procès qui pourrait venir de TES. Et pour vous couvrir, vous souhaitez avoir la validation du gouvernement. Donc, je comprends que pour avoir la validation du gouvernement, vous n'avez pas pu essayer d'améliorer la protection dans les règlements avec des mesures de prévention. Mais là, je vous ai posé à Saint-Narcisse, donc vous me disiez que vous n'aviez pas d'analyse de risque. Je peux comprendre, il y a Atkins qui en a fait une. Mais est-ce que vous en avez pris connaissance? Avez-vous alors un plan de prévention? On sait déjà que pour le feu, vous préconisez de laisser brûler. Moi, ma problématique là, c'est que s'il n'y a pas de plan de prévention, c'est qu'on fait quoi s'il y a un problème d'eau et des problèmes de santé, puis des pertes d'écotourisme et autres, je ne vais pas tous les citer, et qui ont pour conséquence que nos maisons perdent beaucoup de valeur, voire que certains les abandonnent, comme en Ontario. Donc, ma question, quel est votre plan? Qu'en pense votre expert urbaniste? Si vous en avez pas, mais peut-être que votre expert en pense quelque chose sur les futures maisons et les rangs, sur les impacts qu'on pourrait avoir. Qu'en pense notre... Alors, vous d'abord, voir si vous avez peut-être une consultation. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. En fait, pas de plan. On n'a pas de plan de gestion des risques en tant que tel. Okay. Souvent, les risques sont assumés par le ministère de l'Environnement qui a un certain nombre de règlements. Donc, c'est eux qui doivent appliquer justement les normes qui sont en vigueur au Québec. Je ne suis pas tout à fait, je comprends ce que vous dites. Hein, c'est très contradictoire ce que le gouvernement nous donne comme documentation. Donc, on peut prendre un côté ou l'autre. C'est très embêtant pour vous comme pour nous. Hein. Mais ils nous disent bien, les élus de la MRC comptent parmi les principaux fiduciaires de ce patrimoine. En fait, quoi. Vous êtes autant responsable et puis vous ne pouvez pas tout le temps aller sur les ministères de l'économie ou de l'écologie qui pourraient vous protéger. On a notre devoir. Vous nous disiez que les créatures ont été créées par le gouvernement, les MRC et les municipalités, oui, mais quand elles ont été créées avec des droits et des obligations. Ces droits et ces obligations, elles comportent aussi de protéger les citoyens par rapport à toutes leurs préoccupations qu'on essaye de vous donner depuis 2 ans et demi, jusqu'à ce que vous réduisiez la taille, réduisiez le temps de question, etc., etc. Je suis très préoccupé, en fait, par la méthode. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Mais j'attends toujours la réponse sur l'analyse des risques, parce que au niveau des OGAT, en fait, ils vous demandent d'avoir des plans de prévention. Ils sont où? On fait quoi s'il y a un problème avec l'eau dans les rangs? On fait quoi pour les maisons? C'est quoi votre plan? On n'a pas de plan là-dessus. Il faudra en faire un peu, c'est ça mon rêve. Michel Massica.
J'aurais peut-être deux petites questions. La première, c'est, vous avez annoncé, je crois que c'était à l'automne, que le ministère de l'Environnement aurait peut-être une étude ou des fonds pour contrôler les plantes envahissantes comme la renouée japonaise qu'on voit par spot dans les fossés présentement. Lorsqu'on entretient les fossés avec les débroussailleuses, on fait du bouturage, au lieu qu'on en étend un peu partout, les taches agrandissent beaucoup. Est-ce que vous avez eu des nouvelles là-dessus? Ils sont où? Ils ont bougé? On est activement en projet à l'incubateur agricole à Saint-Jean-de-la-Ferraille pour justement une formule pour essayer de contrôler ça, mais sans que ce soit fait avec des pesticides et tout ça. Fait que le projet pilote se termine à la fin de l'été. Fait qu'il n'y a pas de résultats encore. On devrait avoir les résultats à la fin de l'été. Le projet pilote, comme tel, ressemble à quoi? Ils vont cibler certains